Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue au Labo des Savoirs et bienvenue aux Utopiales, le festival le plus génial du multivers où la SF et tous les mondes imaginaires se téléportent à Nantes. Cinéma, BD, littérature, art visuel, jeux vidéo, jeux de plateau, c'est l'ensemble de l'art qui vient donner vie aux prospectives et autres uchronies. En effet, bonjour à toutes et à tous, ici on rêve, et pour pouvoir partir loin, rien de mieux qu'une bonne dose de science. On croise sur scène aux côtés des artistes, des scientifiques de toutes les disciplines pour nous parler d'un futur toujours à réinventer. On trouve dans la science-fiction une autre matière de coder l'information scientifique, de décrypter nos réalités, nos désirs, nos cauchemars. Code génétique ou particules élémentaires du genre, nous nous attacherons à décrypter aujourd'hui l'un des sujets de science qui nourrit les imaginaires, le code. Et pour ce faire, nous recevons sur notre studio mobile perché au-dessus des festivaliers nos invités du jour. Pour nous accompagner sur cette émission, Mathieu Bablé, bonjour. Bonjour. Illustrateur et créateur de l'affiche de cette édition 2019, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Émilien Cornillon, qui est dans le coin en train d'observer. Bonjour Émilien, vous êtes docteur en bioinformatique, médiateur au Palais de la Découverte et membre fraîchement arrivé de la chaîne Qu'est-ce que tu geeks? C'est un vaste programme. Pour terminer, en troisième partie, nous aurons également le plaisir d'accueillir Johanna Zopi, toujours dans le coin. Bonjour Johanna. Doctorante au laboratoire des sciences du numérique de Nantes, le LS2N, le laboratoire INSERM TANS qui travaille sur le système nerveux entérique et qui nous parlera de code et de génétique. Voilà, et sans oublier bien sûr les chroniqueurs de l'émission, Sophie Potvin, Hélène Cécilia et bien sûr Valentin Brochet qui vous donneront toutes les clés de décodage, de décryptage de cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Bebop, alors ce sont eux les chasseurs de primes qui cherchent le dessinateur mystère? Yaha! Allez, allez, mon gentil petit satellite venu d'un lointain passé, donne-moi ton code d'accès. Allez, monsieur le satellite, sois gentil, dis-moi où il est ce code. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune transmission d'informations vers la Terre. Tout passe uniquement d'un satellite à l'autre. Je comprends pas que quelqu'un ait été piraté un truc pareil. Ici, il n'y a personne. Je suis seul, depuis toujours. Hein? Quoi? J'entends une voix dans ma tête. Extrait de Cowboy Bebop, avec l'introduction du personnage de Ed, qui nous introduit la première partie de notre émission sur les codes en science-fiction. Première partie où nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mathieu Bablé qui a clos la première journée du festival sur la grande scène Chaillol au centre de la Cité des Congrès de Nantes. Alors vous avez pu, lors de cet exercice, présenter et nous parler de la conception de cette affiche du festival Cru 2019. Alors, même si on invite nos auditeurs et nos auditrices, bien sûr, à aller découvrir l'affiche sur le site des Utopiales, pour ceux qui nous écoutent via des ondes radio à l'autre bout de la galaxie, est-ce que vous pourriez nous la décrire avec vos mots, cette affiche ? Oui. Alors, cette affiche présente en fait la ville de Nantes, parce que c'est une des contraintes que j'avais avec le fait de respecter le thème de cette année. Présente la ville de Nantes les pieds dans l'eau, entourée d'éoliennes et de panneaux solaires pour suggérer une forme d'autonomie énergétique, et avec des rizières et des espèces de jardins flottants pour suggérer l'autonomie alimentaire. Donc c'est vraiment une espèce d'utopie de Nantes dans un futur qui a vu la catastrophe arriver, mais qui s'est reconstruite, qui s'est donc recodée pour faire face à tous les défis de demain.
Donc vous avez cherché à recoder la ville de Nantes, mais qui avait déjà ses propres codes. On peut apercevoir la tour Bretagne et le château des Ducs de Bretagne. Comment est-ce que vous vous êtes imprégné de la ville et que vous avez trouvé ces éléments pour les intégrer dans l'illustration ? Alors il y a deux choses, c'est-à-dire que moi je suis la 20e personne à faire l'affiche des Utopiales, donc il y a eu beaucoup d'autres illustrateurs illustres en plus qui sont passés derrière. Et j'avais quand même la volonté de représenter des parties de Nantes qui n'avaient pas encore été représentées, et ça devenait compliqué, mine de rien. Alors après j'ai la chance de connaître un peu Nantes et de venir régulièrement. Et c'est vrai que le château des Ducs, c'est vraiment un endroit extrêmement sympa. Et puis pour tout dire, graphiquement c'est très intéressant à dessiner. Je pense qu'on ne pourra pas passer à côté du fait qu'il y a une énorme influence de Miyazaki dans mon travail, et particulièrement dans cette affiche, et du château dans le ciel entre autres. Et donc avoir un château représenté comme ça, verdoyant derrière un ciel très bleu, c'était super intéressant à faire. Oui, finalement, on se retrouve avec des codes qu'on trouve au Japon entre un passé traditionnel et puis une modernité très forte. Là, les deux éléments graphiques que vous avez choisis, on ne voit pas la grue, par exemple, que vous avez écartée, qui rentre moins dans ce langage japonisant d'équilibre entre la tradition et la modernité. Oui, d'équilibre entre la civilisation et la nature. Enfin, je veux dire, il y a un appel à la nature dans la plupart de mes histoires, mais particulièrement dans cette affiche, parce que penser le futur de manière trop technologique, ça me paraît un peu abscon. Aujourd'hui, on pense en low-tech, on pense en décroissance, et pour moi, le futur, je ne vois pas autrement que dans cette forme de retour à une forme de simplicité et d'équilibre avec le monde qui nous entoure. Enfin, on n'a pas le choix si on ne veut pas le détruire complètement. Donc cette vision de Nantes dans son temps, c'est un petit peu votre vision rêvée de la Terre, ou tout du moins on essaie de rester dans une apocalypse sympa, si je reprends vos termes que vous aviez utilisés dès votre conférence inaugurale. Reverdir un petit peu les villes du futur et avoir une ville émergée, c'est vraiment la vision que vous vouliez mettre dans cette affiche. Oui. Bah, alors, de toute façon, la problématique de reverdir les villes, on voit qu'elle est très présente. Moi, je viens de Grenoble, qui est une cuvette où mettre le plus d'arbres possible pour un peu diminuer la température dans des endroits un peu plus verts. Et cette problématique aussi alors, autonomie alimentaire à l'échelle des villes, c'est un peu compliqué. Et pour tout dire, la vision de l'affiche est vraiment utopiste, parce que l'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique, on sait très bien que ça va être très compliqué à faire et que c'est pas forcément réalisable. Mais toujours est-il que c'est des problématiques que je trouve à l'échelle d'une ville, en tout cas, il y a vraiment des questionnements intéressants qui sont dessus. Et voilà, j'ai voulu les mettre de la manière la plus positive possible, même parce que de toute façon, il fallait pas que je fasse une affiche anxiogène, quoi. C'était pas le but. Le 21e siècle renouvelle complètement les codes de la science-fiction. On voyait plutôt des empires galactiques connectés sur une espèce de métaphore de la mondialisation et des échanges industriels dans toute la galaxie, alors qu'on voit que là, au contraire, on pense en îlots, on pense en... C'est des codes qui vous inspirent beaucoup. Vous, c'est quoi pour vous les grands faits actuels qui recodent la science-fiction en ce début de 21e siècle ? Alors on a deux très importants, enfin, c'est la théorie de l'effondrement et l'intelligence artificielle. Et c'est marrant parce que justement là où ça fait quand même quelques années que les auteurs de science-fiction se posaient la question de est-ce que c'est encore bien utile de faire de la science-fiction comme on le faisait dans les décennies précédentes. Effectivement, le présent a rattrapé le futur en bien des points. Enfin, quand on parle de société de contrôle dans 1984 et qu'on voit ce qui se passe en Chine avec la reconnaissance faciale, voilà, il n'y a plus d'intérêt, je pense, à développer ces sujets. La réalité a rattrapé la fiction. Il fallait vers autre chose, et probablement vers autre chose de positif, c'est-à-dire que on se rend compte qu'il y a un vrai devoir à créer des imaginaires qui ouvrent le champ des possibles. Et c'est vrai qu'être dans le catastrophisme, aujourd'hui, il n'y a absolument aucun intérêt, et plutôt être dans créer des utopies pour élever l'imaginaire des gens. C'est ça l'enjeu aujourd'hui de la science-fiction. On a plus besoin d'utopie que de dystopie. On en a trop fait des dystopies pour vous ? Oui, on en a trop fait. On en a trop fait parce que la science-fiction appartient éminemment à son temps. On parle 1984. C'était l'après-guerre, c'était le totalitarisme qui avait été vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le rideau de fer, etc. Donc ça appartient à son temps. Aujourd'hui, le temps est à l'effondrement et j'espère à la chute du capitalisme. Et du coup, faut aller au-delà des préoccupations actuelles, là.
Alors Sophie est avec nous, grande habituée des utopiales, comme on dit ici, les utopes. Tu as fait un petit tour d'horizon des codes de la SF. Oui, tout à fait, parce que je viens aux Utopiales depuis presque 10 ans. Donc j'ai découvert la SF quand j'étais toute jeune et je me suis rendu compte qu'il y avait 2-3 codes un peu surutilisés. Et déjà, le thème de cette année, c'est coder l'avenir. Et alors, moi, parler de notre avenir aujourd'hui, ça me fait penser du coup à la Sophie de 12 ans qui découvrait pour la première fois les expositions, les conférences, les ateliers, les projections de science-fiction. Et à cette époque, 2019, c'était mon avenir. Et bon, j'avais vraiment pas forcément envie d'y être. Parce que pour moi, aurait été plus simple si j'avais été dans un monde de science-fiction. Déjà parce qu'on aurait tous des costumes steampunk, et ça c'est quand même vachement stylé. Mais surtout parce que la science-fiction, c'est un monde où tout est plus grand, plus extraordinaire, plus fou. Les codes sont multiples, les univers infinis. Mais bon, comme je disais, parfois, il y a besoin d'un peu de renouveau. Alors je vais vous citer quelques exemples, ça me démange un petit peu. Commençons par les vaisseaux spatiaux. Star Wars nous a appris que la gestion de la vitesse de la lumière, par exemple, n'est absolument pas un problème, de même que le non-respect des lois de la physique. En effet, le son dans l'espace ne semble faire tiquer absolument personne. Mais bon, après, tout ça, ça rentre dans le concept de la suspension consentie d'incrédulité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est, en gros, si ça fait sens dans l'univers fictif, si ça aide au récit, personne va s'en plaindre. Une scène de bataille spatiale dans Star Wars où il n'y a pas de son, ce serait assez triste au visionnage. Mais si l'imagination est sans limite, elle n'est pas sans inspiration. Par exemple, dans les exoplanètes lointaines, très lointaines de ces mondes imaginaires, vit souvent une faune qui ressemble étrangement à celle de notre Terre. Sur Pandora, par exemple, la planète d'Avatar, il y a l'équivalent de nos chevaux. Bon, ils ont 6 pattes, mais ça reste des chevaux. Dans Dune, de Frank Herbert, la menace principale, c'est un ver de terre. Il est géant, mais ça reste un ver de terre. Et bon, on va pas parler des troupeaux d'olifants dans la Terre du Milieu, parce que c'est le même principe. D'autres codes de la SF sont vraiment utilisés et surutilisés. C'est par exemple les cartes. Elles sont tracées à l'encre noire et elles colonisent quasi systématiquement les deuxièmes de couverture de nos livres et de nos BD de science-fiction. Elles sont dessinées avec détail et parsemées de moultes indications géographiques. Mais bon, honnêtement, ces cartes, elles sont rarement utiles au lecteur. Parce que, avouons-le, trouver le nom de la ville où se passe l'action du chapitre 15, caché parmi les 20 autres noms en majuscules, étalés sur 3 continents, couleur sépia, se confondant avec des écritures italiques des fleuves et des forêts, bon, il y a plus marrant à faire un dimanche après-midi quand même. Et enfin, il y a les clichés indémodables, les mots qui sont coupés d'apostrophes, de doubles voyelles pour faire un peu plus exotique, les langues qui sont comprises dans toute la galaxie et par toutes les espèces sans aucun problème, les manipulations génétiques qui se font en 3 coups de pipette, ou les costumes super technologiques qui se construisent dans des garages. Mais ces grands classiques de la science-fiction, qui sont peut-être parfois un peu usés, sont autant d'éléments familiers qui rendent confortables ces mondes extraordinaires. Des mondes qui, aussi éloignés soient-ils, me paraissaient toujours plus agréables à vivre à mes 12 ans que l'avenir que je m'imaginais en 2019. Alors pourquoi vouloir être collégienne quand on peut construire des vaisseaux spatiaux? Pourquoi vouloir se lancer dans une procédure post-bac quand on a une machine volante? La SF semble parfois bien plus réaliste que la fiction du quotidien. Et comme le dit si judicieusement l'auteur de romans d'espionnage Tom Clancy, la différence entre la réalité et la fiction est simplement que la fiction, elle, doit être vraisemblable. Merci Sophie. Alors Mathieu Bablet, vous, quelle influence vous avez parlé de Miyazaki, vous avez eu quand vous étiez jeune et qui a nourri un peu votre travail en science-fiction ou en fantastique? Parce qu'il y a les deux familles aux Utopiales, vous appartenez plutôt à laquelle Dernièrement, la science-fiction, mais un peu des deux. Enfin, c'est vrai que là, en l'occurrence, moi, ce que je trouve en science-fiction et ce qui anime mon travail actuellement, c'est que c'est le genre roi pour faire un peu de prospective sur l'avenir et parler de sujets actuels. Mais en l'occurrence, j'ai fait du récit mythologique aussi. Je fais du post-apocalyptique et justement, mes influences sont suffisamment multiples et viennent à la fois du cinéma, du jeu vidéo, du manga, du comics, du franco-belge, etc. De telle sorte que moi, j'ai envie de toucher à tous les genres et ils m'intéressent tous. Est-ce que justement l'exercice de l'illustration vous permet de sortir un petit peu de ces codes et est-ce que vous pensez justement à un autre support ou d'autres formats sur lesquels vous voudriez expérimenter? Oui, moi je m'intéresse justement énormément aux jeux vidéo. Je trouve que c'est un média extrêmement intéressant parce que c'est un peu... pour moi c'est le média d'immersion le plus fort, c'est-à-dire que d'un coup d'un seul, le lecteur est l'avatar qui réalise l'action et c'est un peu le fantasme de toute personne qui écrit une histoire de rendre cette immersion. En bande dessinée, en lecture, c'est un peu compliqué, on n'a pas de son, c'est des petites cases. Alors moi je fais un travail justement très détaillé sur mes décors pour inviter le lecteur à se perdre dedans, mais pour autant il y a des limites que je vois pas dans le jeu vidéo. Je pense vraiment que c'est un média extrêmement intéressant pour explorer
la narration au sens large. Rassurez-nous, vous n'êtes quand même pas limité lorsque vous illustrez des affiches ou vos bandes dessinées. Parce qu'on se demande qu'est-ce que ça pourrait donner du coup dans un jeu vidéo. Ouais. Bah, le dessin, la bande dessinée peut pas tout, peut pas malheureusement pas tout exprimer en fait, ou en tout cas peut-être pas à un degré, à une force narrative absolue quoi. Je suis vraiment très très curieux de ce média. Le Labo des Savoirs, la radio savante. De retour en plateau, nous sommes toujours aux Utopiales pour cette émission consacrée à coder l'avenir. Et j'ai maintenant le plaisir d'accueillir Émilien Cornillon. Bonjour. Qui n'avait pas eu l'occasion de dire bonjour, qui est docteur en bioinformatique et médiateur au Palais de la Découverte. Une des premières choses qui nous vient à l'esprit quand on entend parler de code, c'est l'informatique. Un des sujets brûlants du moment, c'est comment notre société est en train de se transformer, d'être même réencodée au contact des intelligences artificielles, les IA. Alors, Émilien, quelle définition est-ce qu'on pourrait leur donner? Est-ce que ce sont des entités intelligentes comme on l'entend pour un homme ou une femme, une humaine, un humain? Alors, il n'y a pas vraiment de définition formelle de l'intelligence artificielle, chacun a sa petite définition. Et en plus, elle a tendance à évoluer au cours du temps, et changer selon les domaines dans lesquels on va s'adresser. Et en l'occurrence, du coup, moi je vais vous donner une définition la plus claire possible qui essaie de recouvrir un petit peu tout ce que représente l'intelligence artificielle et qui est relativement lisible. Alors, en gros, pour moi, une IA, c'est un algorithme qui permet à une machine d'accumuler automatiquement des données, des informations, pour pouvoir mimer un comportement qui nécessiterait l'intelligence chez le vivant. En gros, c'est cette phrase-là qui correspond à ça. Et il y a 3 notions vraiment importantes dedans. C'est déjà la machine, on a vraiment affaire à une machine, les algorithmes et l'imitation de l'intelligence. Alors on est tous d'accord pour dire qu'une machine, c'est pas intelligent du tout. Non, a priori non. C'est même complètement débile, on va dire. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle sait faire, la machine, c'est transformer des 1 en 0 et des 0 en 1. C'est la seule chose qu'elle sait faire. Et pour ça, pour pouvoir expliquer qu'est-ce qu'elle est censée faire pour pouvoir faire ce qu'on veut lui faire faire, en gros, il faut utiliser un algorithme. Et l'algorithme, c'est un truc très très simple. C'est une suite d'instructions simples qui permet de faire un truc complexe. Par exemple, est-ce que c'est un peu comme une recette de cuisine finalement? C'est exactement comme une recette de cuisine. Et on est d'accord que quand on suit une recette, on ne fait pas chauffer les neurones. Généralement, on applique bêtement et puis ça va. Si l'algorithme est bien fait. Surtout que les algorithmes, il y a plein d'étapes qui se répètent en plus. C'est ça, exactement. Donc voilà, du coup on a ces 2 aspects-là, et après il y a le côté mimer l'intelligence. Alors en gros, donc ça mime l'intelligence chez le vivant. Donc ça veut dire qu'en gros, même si une IA est capable de faire des trucs vraiment très très impressionnants, parfois même mieux que les humains, elle va pas forcément avoir les mêmes mécanismes cognitifs qu'on va avoir nous dans notre cerveau. C'est des choses très très simples qui vont se passer à l'intérieur. En fait, on peut résumer un petit peu une IA comme une succession de choses très très simples, mais qui sont faites très très rapidement. Et ça fait ce qu'on a comme intelligence artificielle aujourd'hui. Si une IA sait faire beaucoup de choses, est-ce qu'il ne faut pas qu'elle les apprenne auparavant? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on lui donne les instructions, des données, ou lui montrer comment faire avant qu'elle puisse reproduire ses actions? Ouais, il faut pouvoir faire ça. En fait, le truc, c'est que une chose très très importante en IA, c'est les données d'apprentissage. C'est extrêmement sensible. En gros, l'idée, c'est que une IA est incapable d'abstraire quoi que ce soit. Genre, par exemple, en tant qu'humain, si vous savez pas ce que c'est une chaise et que je vous montre 3 objets qui ont 4 pieds et un dossier et un truc pour s'asseoir entre guillemets, vous allez comprendre très très rapidement en quelques exemples que bon, ok, une chaise, ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez abstrait le concept de chaise. Une IA, elle sait pas du tout faire ça. Il va lui falloir des millions d'images de chaises pour commencer à reconnaître de nouvelles chaises qu'on va lui présenter. Donc ce manque d'abstraction pour lequel il caractérisait une IA, je vais y arriver, désolé. C'est vraiment ce truc-là, et ces données d'apprentissage sont très sensibles. Vous avez peut-être déjà entendu parler de soi-disant d'intelligence artificielle raciste, des machins comme ça. C'est juste que dans les données d'apprentissage qu'on va lui envoyer, s'il n'y a pas de personne noire, par exemple, elle ne pourra jamais en reconnaître une parce qu'elle ne l'a jamais découvert. Donc on peut introduire déjà un biais, ne serait-ce que dans les données, et construire une IA xénophobe, raciste, etc. Est-ce qu'on peut limite parler de la conscience de cette IA? On ne peut pas parler de conscience pensant, enfin,
Même avec on lui nourrit de beaucoup de données, les ordinateurs peuvent faire des calculs extrêmement puissants, mais on est encore très loin de l'intelligence qu'on peut retrouver chez les humains. Ah oui, non, alors, on n'est pas du tout sur une intelligence humaine. Déjà pour la simple et bonne raison, pour commencer, qu'une IA est spécialiste d'une tâche. C'est-à-dire qu'elle ne sait faire qu'une seule tâche en particulier. Alors que vous, en tant qu'humain, par exemple, si vous savez jouer aux échecs, si je vous explique le principe des jeux de dames et que vous jouez aux jeux de dames, vous allez pouvoir vous adapter très rapidement. Une IA, elle va être incapable de faire ça. Si elle a appris au jeu d'échecs, elle sait faire que le jeu d'échecs. D'accord. Bon, ça reste suffisamment limité, donc le soulèvement des machines n'est pas pour tout de suite. Alors, mais comment est-ce qu'on construit une IA ? Est-ce qu'il y a des zones, des briques qu'il faut assembler et coder séparément ? Alors une IA, en gros, la structure d'une IA va dépendre complètement de l'objectif qu'on va vouloir atteindre avec ça. Alors il y a plein de choses différentes. En général, ce qu'il faut faire, c'est établir ce qu'on appelle une structure de données. Donc par exemple, dans le cas très classique des réseaux de neurones, qui est beaucoup utilisé, on va avoir des neurones, donc une sorte de petites structures qu'on va connecter avec d'autres neurones, d'autres petites structures, et c'est cette complexité-là qui va nous permettre de faire un apprentissage et de faire en sorte que l'IA puisse, disons, reconnaître des images. Il y a vraiment ces parties-là, et après le coder, c'est juste faire en sorte que ce schéma un peu sous la forme d'idées, arriver à le mettre sur un ordinateur pour qu'une machine puisse la comprendre. Donc au lieu au départ de lui dire tiens, ceci est un chat, ceci est un muffin, au bout d'un moment, elle arrivera toute seule à reconnaître le chat du muffin. Voilà, c'est ça. Et Emilien, vous avez construit vous-même peut-être une intelligence artificielle dans le cadre de vos activités au Palais de la Découverte ? Oui, effectivement, j'ai construit une intelligence artificielle. Alors je l'ai fait à l'occasion de la fête de la science. Je me suis dit c'est bien de présenter des choses un peu concrètes. Et en l'occurrence, j'ai construit une IA qui s'appelle Menace. Alors vous allez savoir pourquoi Menace après, c'est un truc assez marrant. En gros, c'est une IA capable de jouer et d'apprendre à jouer au morpion. En l'occurrence, je l'ai entraîné sur 200 parties avant la fête de la science et je l'ai présenté sur un stand devant le public pour que les gens puissent venir jouer contre elle, pour la défier. Et sur toutes les parties que j'ai fait pendant tout le week-end, elle a perdu 10% des parties, elle a gagné 5% des parties et 85% du temps, c'était du match nul. Sur une IA, du coup, qui a appris à jouer au morpion comme ça. Ce sont des gens qui savaient jouer, évidemment. Ce qui nous rappelle que le morpion n'est pas un jeu très intéressant parce qu'on finit toujours par un match nul. Exactement. Quand même. Voilà. Ça discrédite surtout le morpion plus que l'IA ou l'être humain. C'est ça. On est très loin de la complexité d'un jeu d'échecs ou d'une partie de Go. Oui, complètement. Voilà, c'est un morpion. Bon, par contre, on est d'accord, ça reste quand même impressionnant. Hein, c'est quand même un truc assez fou. Hein. Mais le plus fou, en fait, c'est que cette intelligence artificielle, elle est faite entièrement en carton et en plastique. Là, c'est balèze. Ah, mais c'est pour ça qu'elle perd et qu'elle gagne pas. C'est parce que c'est une IA en carton. Voilà. Exactement. Non, en gros, c'est un truc très simple. En fait, elle est composée de 304 boîtes d'allumettes remplies de perles de couleurs. Alors, je vais vous expliquer un petit peu après le fonctionnement. Alors, en fait, Menace, elle a été conçue par un certain Donald Michie, un contemporain d'Alan Turing qui discutait beaucoup avec lui sur l'intelligence artificielle. Donc ils font partie des premières personnes qui ont vraiment eu des vraies réflexions autour de ça. Et en l'occurrence, il a construit cette machine-là pour essayer de mimer un petit peu la manière dont les humains apprennent. Alors on va parler un petit peu après de l'apprentissage en elle-même. En fait, Menace, c'est Matchbox Educable Nought and Crosses Engine. Donc en gros, en traduisant, ça fait un moteur de boîte d'allumettes éducable pour le morpion. Ça veut dire ça, Menace. Donc il n'y a absolument aucune menace en fait. Hein. C'est pas Terminator. Alors, voilà, loin de là, très loin de là. Vous aviez eu besoin de données, de s'appuyer vraiment sur les données et peut-être de l'informatique pour la coder initialement, pour la nourrir ? En fait, pour la nourrir, dans l'absolu, pour la nourrir, on n'a pas besoin du tout d'informatique. C'est vraiment ce qui est vachement bien avec cette IA, c'est qu'on n'est pas obligé du tout de toucher à l'ordinateur. Le truc, c'est que en fait, pour faire les 200 parties, vu que c'est quand même très long, il faut chercher dans les 304 boîtes d'allumettes, savoir quelle boîte prendre, etc. C'est un truc assez pénible. J'ai utilisé un simulateur et après, ça m'a donné le nombre de perles que je vais mettre dans chacune des boîtes. Mais je vais peut-être expliquer le principe de comment est codée en fait cette IA là, parce que c'est un truc un peu particulier, un peu intuitif. D'accord, donc c'est le principe finalement de codage d'une IA en carton, vous allez nous l'expliquer. Exactement. Et peut-être qu'il sera similaire à une IA classique qu'on peut coder sur un ordinateur. Ouais, on peut faire le rapprochement effectivement. Alors en fait, chacune des boîtes d'allumettes correspond à la position du jeu au moment où Menace doit jouer. Donc par exemple, si elle commence, la boîte qu'on va utiliser pour le premier coup, ça va être une boîte où il n'y a pas de croix, il n'y a pas de rond. Il n'y a rien du tout. Donc là, elle va pouvoir choisir n'importe quelle case dans ce qui reste.
Puis après, quand elle va jouer son deuxième coup, vu que l'humain aura déjà joué, on aura 2 coups joués à l'intérieur. Donc à ce moment-là, il restera un certain nombre de cases libres et du coup, on va pouvoir jouer dans ces cases-là. Donc on va avoir toutes ces boîtes-là qui vont permettre de faire toutes les positions possibles. Et au final, dans chacune des boîtes, on va avoir des perles de couleur. Alors ces perles de couleur, il faut s'imaginer un petit peu la grille de Morpion. Et toutes les cases libres sur cette grille-là, elles vont avoir une couleur spécifique. Et ce qu'on va faire, c'est que dans la boîte, on va mettre les perles qui correspondent à ces couleurs-là. Quand on va vouloir faire jouer menace, on va chercher aléatoirement dans la boîte correspondante une perle, on va la prendre, on va voir la couleur qu'elle a et ça va indiquer quel coup va jouer menace. C'est ça le principe. Donc ça se fait entièrement à la main, il n'y a pas d'informatique, il n'y a rien, c'est tout à la main. Et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, ça c'est le principe de base, et du coup on va alterner avec l'humain, l'IA, etc. jusqu'à arriver à la fin de la partie. Et on est quand même sur une IA qui est censée apprendre des choses. Et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va utiliser une sorte d'algorithme d'apprentissage. Et le truc va être très très simple. En fait, si menace gagne, il faut la récompenser. Il faut lui dire, ok c'est bien, tu as un bon point en gros. Le sucre. Voilà, le sucre exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est que les perles qu'on a pris dans chacune des boîtes pendant la partie, donc il peut y en avoir jusqu'à 4 maximum, on va les remettre à l'intérieur. Et on va mettre 3 perles de la même couleur supplémentaires dans la boîte, dans chacune des boîtes, de la même couleur. Donc ça veut dire qu'on augmente la probabilité que le prochain coup, menace fasse la prochaine partie, menace fasse ces coups-là. On va renforcer positivement. On lui apprend à gagner. Voilà, on lui apprend à gagner. C'est un peu de la triche. C'est comme ça qu'on apprend nous aussi. Au début on fait n'importe quoi et puis après on dit ah bravo t'as gagné c'est super bien. Donc du coup on va pouvoir se dire ok c'est génial je vais recommencer pareil. Parce que le but est quand même que l'IA gagne les parties, pas que les humains pensent qu'ils sont supérieurs à une intelligence. Voilà exactement. Si on a fait cette IA c'est pour qu'elle gagne quand même, sinon ça n'a aucun intérêt effectivement. Et c'est ce qui se passe avec les grandes IA beaucoup plus compliquées, c'est en augmentant les probabilités de chance qu'elles donnent le bon résultat exactement. Plutôt que de le donner au pif. C'est vraiment le même principe. En fait il y a plusieurs méthodes d'apprentissage différentes. Là dans le menace on utilise un peu tout, on va renforcer le positif, on va défavoriser le négatif. Typiquement si menace perd, on va lui retirer la perle qu'on avait jouée, donc elle aura moins de chances de faire ce coup là. Mais par exemple dans le cas des réseaux de neurones qui est vraiment le grand classique qu'on va utiliser dans beaucoup d'intelligence artificielle, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir augmenter ou diminuer des petites valeurs, ce qu'on appelle des poids en fait, dans le réseau de neurones directement pour pouvoir modifier son comportement. Mais c'est rigoureusement le même principe. Et ce qui est fou, c'est que à cette époque-là, donc en gros, c'était les années 50-60 dans le genre, ils avaient déjà cette idée d'algorithme d'apprentissage qui a été utilisée beaucoup plus tard dans les IA qu'on a maintenant. Et dans les années 50-60, il y avait déjà de grandes œuvres de science-fiction qui imaginaient des intelligences artificielles. On a eu 2001 Odyssée de l'espace avec cette fameuse HAL 9000 qui était un petit peu maléfique vers la fin. Est-ce que l'imagination des auteurs et des autrices qui ont conçu ces intelligences et qui expliquent comment coder, sans coder les machines, est-ce que ça peut donner des idées aux scientifiques et à ceux qui conçoivent ces IA ? Alors ça donne des idées, ça c'est sûr. En fait il y a beaucoup de choses de manière générale qui viennent de la science-fiction et qui a du coup été fabriquées après en science. Et dans le cas de l'IA en fait, oui évidemment du coup on voit une machine qui arrive à gérer tout seul un vaisseau spatial, c'est complètement dingue, on aimerait bien faire ça. Par contre le truc c'est qu'on n'a jamais de détails sur comment ils ont fait pour fabriquer cette IA là. Et du coup on a cette inspiration mais il faut qu'on se débrouille tout seul pour arriver à faire un truc équivalent. Ça donne des objectifs inatteignables plus que des plans de construction ou des stratégies. Ça donne aussi une motivation pour arriver à faire ça. Effectivement il y a pas mal de gens qui sont vraiment inspirés par la science-fiction dans l'IA et qui veulent vraiment faire ça. Donc ils ont une motivation qui est vraiment, vraiment forte pour arriver à faire les IA les plus puissantes possibles. On a commencé à rattraper un petit peu ce qu'on trouvait dans les anciennes œuvres de science-fiction, les grands classiques. Alors le truc c'est que dans les grands classiques de la science-fiction c'est ce qu'on appelle des intelligences artificielles fortes. Et les intelligences artificielles fortes, pour l'instant c'est inatteignable. En fait il y a un gap très très important entre ce qu'on est capable de faire nous, c'est-à-dire faire une IA faible, et faire une IA forte. C'est-à-dire, en gros l'IA forte elle a une conscience d'elle-même, elle va être capable de faire plein de trucs différents alors que nous on a des IA qui ont absolument aucune conscience, enfin en tout cas on voit la définition de la conscience qui est un peu compliquée. Une sensibilité peut-être, c'est ça qui... On finit toujours par la vexer normalement l'IA dans les films de science-fiction. Là on peut pas vexer une IA aussi démoniaque soit-elle. Si on la vexe, à la limite, si on peut essayer de vexer une IA entre guillemets, ça va juste continuer son apprentissage. C'est-à-dire, de manière complètement neutre, elle va continuer d'apprendre avec ce qu'on va lui balancer quoi. Donc de pire en pire. Voilà, en gros si on fait n'importe quoi avec une IA... En fait on a fait une IA suisse.
On a fait une Voilà, IA mais exactement. neutre. Voilà, Exactement. c'est pas mal. Mais un peu nul aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des fois, il y a des IA un peu balèzes, mais souvent le résultat est un peu décevant pour certaines. C'est vous qui l'avez dit sur la Suisse, pas moi. On Justement, sait c'est rien différent de passer. la Suisse. Bon, ça se trouve un jour on arrivera peut-être à coder une IA, enfin l'humain arrivera à coder une IA qui provoquera la fin du monde, hein. On l'a déjà vu dans plusieurs œuvres de science-fiction, hein. Terminator, bonjour. Alors en attendant, on n'essaye pas de provoquer la fin de l'humanité, on essaye plutôt de sauver l'humanité, de coder une IA qui sauve l'humanité. Hélène, je crois que vous avez un cas précis à nous expliquer. Oui, en effet. Alors, Coder l'avenir, c'est en fait un titre assez intriguant. Et j'ai essayé de me demander si Madame Irma avait été remplacée donc, par Dounia, ici présente, jeune programmeuse dynamique, n'est-ce pas, et sa boule de cristal par un ordinateur couplé à un serveur de calcul super puissant. Donc, peut-on lire finalement dans les lignes de code mieux que dans du marc de café? On vous en a déjà un peu parlé, mais je vous le confirme, rien n'est moins sûr. Il existe de nombreux domaines de recherche qui ont recours au programme informatique pour réaliser des prédictions. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'épidémiologie. C'est l'étude des maladies et des facteurs pouvant influencer la fréquence des épidémies, leur distribution dans le temps et dans l'espace, pour, in fine, on l'espère, concevoir des stratégies pour les endiguer. Si vous avez joué aux jeux de société Pandémie ou sur l'appli Plague, vous êtes d'ailleurs probablement déjà un épidémiologiste en herbe. Pour réaliser des prédictions sur la possible propagation d'une maladie, on peut recourir à ce qu'on appelle la modélisation. C'est le fait de représenter le réel sous un format mathématique, par exemple à l'aide d'un système d'équations différentielles ordinaires, n'est-ce pas, ou EDO. Alors les phobiques des maths me regardent déjà de travers, mais n'ayez pas peur, c'est très simple. Laissez-moi vous expliquer comment on construit un modèle à compartiment, communément appelé modèle SIR. Ce type de modèle a été développé par Kermack et McKendrick en 1927. Donc vous prenez votre population d'intérêt, ça peut être une école, un hôpital ou une ville entière, pourquoi pas, et vous commencez par répartir vos individus dans différentes classes. Les personnes susceptibles d'être infectées, S, les infectés, I, et les guéris, on dit recovered en anglais, donc c'est le R de SIR. Ce dernier groupe considère que les personnes sont immunisées, au moins temporairement, et peut donc également inclure des personnes vaccinées. Une fois que vous avez déterminé ces classes, il suffit juste finalement de quantifier le nombre de personnes qui va passer d'une classe à l'autre au cours du temps, et le tour est joué. Bon, on est en 2019, le modèle SIR a donc 92 ans, et à ma connaissance, la grippe, la gastro et le VIH sont toujours en circulation. Donc nous n'avons, semblerait-il, pas trouvé de solution mathématique miracle, ni encore tout à fait compris la complexe transmission de ces pathogènes. Oui, j'ai bien dit comprendre, car avant de prédire quoi que ce soit, il faut déjà avoir construit un programme capable de reproduire ce qui s'est déjà passé, et qui a donc capturé les mécanismes prépondérants dans la propagation d'une maladie. Donc on vous en a déjà parlé, mais je rappelle qu'un algorithme n'est qu'une recette de cuisine, il ne crée pas de savoir tout seul si on ne lui donne pas d'hypothèse de départ ou de données pour extraire des tendances. Mais rendons à César ce qui est à César. Grâce à la puissance de calcul des ordinateurs actuels, nous avons par exemple énormément progressé dans la lutte contre les maladies vectorielles, celles qui sont transmises par des arthropodes tels que les moustiques, les tiques ou encore la mouche tsetse. Ces pathologies sont infiniment complexes, notamment car l'échantillonnage de ces petites bêtes sur le terrain reste compliqué et ne permet pas de déceler toutes les subtilités de leur comportement et de leur cycle de vie. Mais aujourd'hui, nous pouvons inclure dans nos modèles l'impact de la température et de l'humidité sur la biologie de ces vecteurs, et l'analyse des images satellites nous permet par exemple d'identifier à quelques mètres près la localisation des points d'eau, qui sont des gîtes de reproduction des moustiques, tant en milieu urbain que rural, pour construire des mesures de lutte adaptées et pour estimer leur future distribution géographique sous l'influence du changement climatique. Donc ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour montrer que ces nouveaux outils, en complément des études menées en laboratoire évidemment, contribuent indéniablement à lutter contre les majeurs enjeux de santé publique actuels. En conclusion, on comprend que les algorithmes ne sont qu'un moyen pour mieux comprendre le réel, le regarder sous un autre jour et déceler des interactions insoupçonnées ou sous-estimées. Le savoir des experts de terrain reste indispensable et doit continuellement venir alimenter les programmes existants pour pallier leurs failles et les rendre plus fiables. Pas de prophétie ni de Madame Irma 2.0 donc. Le son des sciences au labo des savoirs. C'était celle que tout le monde accuse d'être une IA, Björk, avec son titre Hollow. Alors aujourd'hui, plus aucune discipline scientifique n'est à l'abri de l'informatique. Elle a colonisé absolument tous les recoins des sciences. Sa puissance de calcul nous fait de plus en plus fantasmer une virtualisation totale du monde réel, si tant est que le monde réel existe. Alors Zohana Zopi, vous êtes, je le rappelle, en thèse à l'INSERM et à LS2N, un labo
de numérique et l'INSERM, un labo de biologie. Donc vous avez deux tutelles pour cette thèse. Qu'est-ce que vous tentez de modéliser? Quelle partie de la réalité vous tentez de faire rentrer dans un bout d'ordinateur? Bonjour à tous. Oui, du coup, effectivement, je me situe un peu entre deux mondes, la biologie et l'informatique. Et donc, dans ma partie biologique, on s'intéresse effectivement plus précisément au système digestif. Donc, on a plusieurs questions et plusieurs recherches qui ciblent ce système digestif. Dans un premier temps, toute la partie l'intestin, notre deuxième cerveau, qui est une question très à la mode et dont on aimerait savoir un peu plus. Et l'informatique vient au secours du coup de la compréhension de cet organe? Eh bien, il y a donc quelque chose d'assez complexe dans le système digestif et que j'essaie vraiment d'étudier en détail. C'est le fait que c'est un environnement qui est colonisé par des micro-organismes, de très nombreux micro-organismes, des milliers. Et dans le fond, c'est ça qui amène une complexité nouvelle à cet organe, c'est que c'est un organe donc, qui contient nos cellules, mais aussi des milliers d'autres cellules, des milliers d'espèces qui communiquent avec nous. Et c'est là où l'informatique arrive à notre secours, c'est que pour appréhender la complexité de cet organe et de cette communication qui se fait finalement entre ces espèces, ces micro-organismes et notre corps, on a vraiment besoin de l'outil informatique. Et c'est un organe qui ne nous appartient pas vraiment, en fait, on le partage, c'est une espèce de collaboration entre des centaines d'espèces et nous. Et on évalue à combien à peu près le nombre d'espèces qu'il y a là-dedans? Il y en a des milliers. Si on fait le poids de tout ça, ce serait équivalent à 5 kilos de micro-organismes. Il y a beaucoup de questionnements qui sont autour finalement de leur importance dans notre développement, dans notre évolution, et tout particulièrement parce que ces micro-organismes, on sait maintenant qu'ils communiquent avec nous, ils nous aident dans beaucoup de processus, dans le développement de notre immunité, dans l'absorption des nutriments. Et finalement, on sait aussi que ces micro-organismes, ces populations, ces communautés sont très différentes suivant aussi notre état de santé. On sait que par exemple, une personne donc, qui est touchée de la maladie de Parkinson ne va pas du tout avoir le même microbiote qu'une personne en bonne santé. Et finalement, ce microbiote, c'est quelque chose de très personnel et qui peut vraiment toucher notre santé. Je rappelle que le microbiote, du coup, c'est l'ensemble des organismes qui peuplent notre intestin et qui est vraiment propre à chacun avec des types différents et qui influent sur l'ensemble de notre corps et notre cerveau. C'est bien ça. Et la particularité d'étudier ce système, c'est que c'est pas donc seulement le nôtre, c'est pas seulement notre ADN à nous, c'est aussi l'ADN d'autres micro-organismes. Pour décoder un petit peu ce mot qu'on entend partout, ADN, code génétique, information génétique, mais avec qui tout le monde n'est pas forcément au clair. Nous avons amené celui que nous appelons parmi nous le grand décrypteur, c'est-à-dire Valentin. Valentin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet ADN mystérieux? Je peux vous en dire un peu plus. A, T, C, G et U, 5 lettres seulement sont nécessaires pour décrire la multiplicité du vivant qui nous entoure. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à parler ce langage simplissime, mais qui pourtant décrit des êtres à la complexité inégalable. Mon challenge étant de vous faire comprendre ce processus que l'on apprend en plusieurs mois comme biologiste en 5 minutes pour le commun des mortels. Je vais donc aujourd'hui seulement parler des eucaryotes, ces êtres vivants dont nous faisons partie avec tout ce que nous appelons couramment les animaux, végétaux, algues ou champignons, comparés aux prokaryotes, en somme les bactéries. La différence entre ces deux lignées réside dans la présence d'un noyau chez les cellules eucaryotes, qui hébergent notre ADN. Les bactéries, elles, n'en ont pas, leur matériel génétique est agglutiné en une zone appelée nucléus. Dans le noyau de nos cellules se trouve donc notre ADN, longue phrase qui décrit notre forme, notre fonctionnement, et tout ce qui nous constitue à base seulement de 4 nucléotides, adénine, thymine, cytosine et guanine. C'est d'ici que vient le fameux ATCG. Tout cela forme une double hélice en se mettant les unes en face des autres. Cela constitue la base du code du vivant, une chaîne de caractères qui se compactera sous forme de chromosomes lors de la division cellulaire. Cependant, l'ADN n'est pas qu'une phrase qu'il faut lire pour donner des protéines, les molécules qui vont se charger du fonctionnement du corps. Tout à fait, les protéines sont des molécules qui sont les cartes maîtresses de la vie. Certaines coupent, les enzymes,
D'autres sont constitutives de nos cellules ou servent de messagères dans le corps. Bref, les protéines sont ce que nous souhaitons obtenir à partir de notre ADN. Nous avons le message et le résultat. Il nous reste à obtenir le passage de l'un à l'autre. Pour ce faire, et pour éviter d'abîmer le matériel de base, l'ADN va être transcrite en ARN, acide ribonucléique, légèrement différente de l'acide désoxyribonucléique. Sous cette forme d'ARN, le code va sortir du noyau et être traduit durant un processus bien nommé la traduction. L'ARN va être lu par de petits organites appelés ribosomes, qui vont comprendre le code et le transformer en acides aminés, les pièces constituant les protéines. Le ribosome va lire l'ARN par groupe de 3 bases azotées appelées codons, c'est-à-dire des blocs de 3, AUG, puis AAC, GCU, etc., etc. La vraie clé du processus est que chaque codon correspond à un mot parmi un lot de 20 acides aminés. Ainsi, le codon AUG donne l'acide aminé méthionine, GUU la valine, etc. Vous obtenez ainsi une suite de molécules enfilées comme des perles, un collier de mots formant une phrase tant attendue, la protéine. Par la suite d'interactions moléculaires complexes entre les différents acides aminés, le collier de perles va prendre une formation spécifique, donnant une forme particulière à la molécule et donc un rôle particulier. À partir de ces 4 lettres donnant 20 mots différents, on obtient une phrase qui, puisque le nombre d'acides aminés peut varier à l'infini, peut donner n'importe quelle protéine et n'importe quel résultat. L'ADN est écrit de telle sorte que seules des parties sont lues en fonction des besoins de l'organisme. Ces grandes pages du roman sont les gènes, répartis sur notre génome et exprimés selon de très nombreux facteurs. Une partition écrite et peaufinée par l'évolution qui nous a menés à ce que nous sommes avec nos imperfections et nos volontés. Qui sait si, peut-être dans un futur proche, nous ne pourrions modifier ce code tant et si bien que nous pourrons écrire nous-mêmes le fil de notre évolution. CRISPR-Cas9 approche les rêves les plus fous d'Aldous Huxley, là où l'intelligence artificielle titille les transcendances d'Altered Carbon ou de Blade Runner. Dans tous les cas, il faudra tant bien que mal nous rappeler que nous ne sommes que des lettres lues et organisées par les processus de la vie, éléments naturels qui nous dépassent. C'est beau, c'est immense et c'était très difficile de réussir à synthétiser ce que l'ADN a révolutionné dans notre perception du vivant. Alors c'est particulièrement difficile pour vous de gérer cette diversité d'ADN parce qu'il y a en même temps la diversité des hôtes, ceux qui portent le biotope, ceux qui portent toutes les bactéries de l'intestin et la diversité de l'intestin. Vous prenez en compte ces codes génétiques, c'est des informations qui vous arrivent dans le grand modèle que vous devez mettre au point ? Oui, alors très concrètement, du coup, effectivement, on a énormément d'informations génétiques qui proviennent de différents organismes, l'hôte, nous, et puis finalement les différents micro-organismes. Et c'est là où intervient un concept que je trouve vraiment passionnant, c'est le concept un peu de code barre. C'est que finalement, on s'est rendu compte à force de séquençage qu'il existe une partie de cet ADN qui est très conservée à travers les espèces. Et c'est-à-dire qu'on a tous cette portion-là chez nous. Elle est très variable et finalement, d'une espèce à l'autre, on va y trouver des différences minimes, mais qui vont nous permettre d'identifier chaque espèce, donc chaque micro-organisme dans notre cas. Et donc, on est capable finalement de scanner ces codes barres et d'avoir une sorte de listing de tous ces micro-organismes. Et moi, je travaille du coup avec ces données-là. Et typiquement, ce que j'ai, c'est mon organe, le côlon, par exemple. Dans mon côlon, j'ai cette liste de toutes ces bactéries. Et là où nous voulons vraiment apporter quelque chose, c'est que regarder simplement l'information de l'angle du micro-organisme, ça apporte qu'une seule partie de l'information. Et on essaye d'un autre côté de comprendre la réaction finalement de l'hôte. Et donc pour faire ça, ce qu'on essaie de faire, c'est comme une sorte de capture de l'état d'expression des gènes de l'hôte à un temps T face à cette communauté de micro-organismes. On essaie de comprendre ce que chaque cellule de cet hôte est en train de faire en réaction à cette communauté de micro-organismes. Donc vous, le code génétique, vous l'utilisez surtout comme une carte d'identité d'une certaine manière. C'est pas tant que sur qu'est-ce que ce code génétique est capable de faire. Ça, vous avez d'autres biais pour savoir ce qu'expriment ces bactéries ou la réaction du corps. C'est vraiment des cartes d'identité qui vous permettent de les repérer. C'est une innovation technique qui permet de faire ça. Vous avez de la chance d'avoir juste une toute petite partie du code qui vous permet de l'identifier et de ne pas avoir à décoder tout. Effectivement, ça c'est une innovation qui est importante et énorme. Ça fonctionne
pas toujours, malheureusement. Ce serait extraordinaire qu'on puisse, pour tous les... Il y a des micro-organismes, on n'est pas encore capable vraiment de les identifier à l'espèce près, à la souche près. Et puis, savoir finalement qui est qui, ça va pas nous dire que font ces micro-organismes. Donc ça, c'est un peu la grande question. Et souvent, on y répond en fait en les cultivant, en récupérant du coup ces micro-organismes, on les met avec du sucre et on espère qu'ils poussent et qu'on puisse les voir. Mais malheureusement, on ne peut pas faire ça avec tous les micro-organismes. Donc pour la plupart, on sait qui ils sont, mais on ne sait pas du tout leur rôle. Et c'est quelque chose, une des grandes questions sur laquelle on bute dans notre travail. Oui, il reste des décennies de recherche parce que pour savoir ce que ça fait avec le cerveau humain en plus, là on est d'accord, vous travaillez principalement sur les souris? Oui, c'est ça. Actuellement. Et est-ce que vous avez des informations sur l'activité du cerveau qui rentre dans le modèle informatique que vous tentez de construire? Alors exactement, du coup j'ai effectivement des informations sur le cerveau. J'ai en fait... qu'est-ce que fait le cerveau à un temps T? Donc, toute l'expression des gènes de certaines zones du cerveau à un temps T face à ces communautés de micro-organismes. En termes de protéines, du coup? En termes d'ARN messager. Donc, on n'est pas finalement au niveau de la protéine. Il est possible que ces ARN, finalement, ils n'aient pas forcément de rôle fonctionnel, mais on va vers le rôle fonctionnel. Et donc c'est l'interaction entre tous ces organismes dans un organisme en vie que vous essayez de modéliser. Et pour vous, ça va ouvrir des nouvelles perspectives sur ce qu'est la conscience humaine, peut-être réhabiliter un petit peu la place du corps dans la pensée. Tout ne se passe pas dans le cerveau. Exactement, c'est ça. Moi, je vois très bien. Je pense tout à fait avec mon estomac, très clairement. Et je pense beaucoup d'entre nous pensent avec leur intestin, avec nos tripes. Et typiquement, moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'au moment où on a découvert l'ADN, on s'est dit, bon, on a 2 mètres d'informations, on a une longue phrase, c'est bon, on sait tout, on a toutes nos réponses. Parce que finalement, 4 lettres à décoder, même si c'est 2 mètres d'une succession de ces 4 lettres, c'est bon, on est tranquille. L'affaire sera vite pliée. Et en fait, non, on se rend compte déjà qu'il y a plein de phénomènes de régulation autour, mais qu'en plus, on n'est pas seul et dans notre corps, même pas dans l'univers, on n'est pas seul dans notre corps, et ces interactions, finalement, elles pourraient être à l'origine de certains comportements qu'on a. Donc, effectivement, il y a énormément de questions qui se posent autour de ce microbiote. Il y a énormément de questions qui se posent autour de ces interactions. Finalement, le microbiote coderait un petit peu le comportement et le cerveau que nous sommes. Ce n'est pas le cerveau qui est en haut qui contrôle et qui code, c'est le cerveau qui est en bas. Alors ça, c'est une des grandes questions qui revient énormément dans beaucoup de recherches, c'est dans quel sens va l'information? Et de plus en plus, on se rend compte que c'est bidirectionnel. Qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Finalement, on n'en a aucune idée. Pour nous, c'est vraiment un échange bidirectionnel. Ouais, ça émerge de l'interaction. Alors, ça complexifie beaucoup pour les auteurs de science-fiction, d'une certaine manière, parce qu'on prend encore plus de distance. Enfin, je ne sais pas comment vous le voyez, vous, doctorante en 2019, mais l'idée que le vivant serait une machine, avec son code source qui serait l'ADN, on est très très loin de ça. C'est une machine qui n'est pas du tout faite de la même manière. Moi, ce qui revient beaucoup quand je lis beaucoup de science, enfin, j'aime beaucoup lire de la science-fiction, et ce qui me revient souvent, c'est que les interactions qu'on a avec le vivant, on a souvent une vision assez négative quand on met en scène des micro-organismes. Il y a souvent quelque chose de négatif, des parasites en fait qui vont contrôler des fois notre comportement. On reprend un peu l'histoire de ces champignons qui montent dans le cerveau et qui nous contrôlent et qui nous transforment en zombies. Finalement, la science-fiction ne va vraiment regarder que cet aspect un peu négatif des choses.
Vous, la science-fiction, ça fait partie des choses qui vous ont inspiré, même si les micro-organismes sont plutôt montrés d'une mauvaise manière. C'est peut-être le rapport des Américains à la saleté, nous les Français avec notre fromage, où manifestement ils grouillent des choses dedans, et notre rapport à la propreté qui est un peu plus large peut-être que celui des Américains. On a un autre imaginaire, mais vous, la science-fiction, c'est quelque chose qui vous a appelé vers les sciences, c'est quelque chose qui vous a construit un imaginaire qui a participé un peu à la vocation que vous avez eue d'aller vers les sciences? Alors, pour moi, vraiment, la science-fiction, c'est un outil pour nous prendre du recul sur ce qu'on fait en tant que chercheur. Je pense qu'on a tous besoin d'imaginaire et de revenir vers, finalement, à quoi ça sert ce qu'on fait, en fait. Quelle est notre vision et quel sera l'impact de nos recherches. Et ça, je trouve qu'on va le retrouver dans la science-fiction quand on lit des romans possiblement apocalyptiques. Ça nous permet vraiment de prendre du recul. Peut-être une petite recommandation pour finir d'une œuvre de science-fiction que vous aimez bien et qui fait partie pour vous des classiques. J'adore Asimov, le cycle des robots. Et alors, pour le coup, c'est vrai qu'Asimov, dans le cycle des robots, on est sur des communautés qui sont assez axées sur la stérilité. On a beaucoup cette idée qu'on arrive vers une utopie où il n'y a plus de maladies, où il n'y a plus de micro-organismes dans l'environnement et où en fait on crée un humain qui s'affranchit de la maladie. Et c'est une très belle utopie, mais possiblement inatteignable, je ne sais pas. Gardons près nos micro-organismes. Éveillez vos neurones. Vous êtes bien, vous êtes au Labo des Savoirs. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés en public aujourd'hui aux Utopiales. C'est déjà la fin de cette émission qui, nous l'espérons, vous aura aidé à décrypter un petit peu ce monde si étrange. Un grand merci à Johanna Zopi, Émilien Cornillon et Mathieu Bablé d'avoir été avec nous. Merci également à Sophie, Hélène et Valentin pour leur chronique décryptante et Mathis à la réalisation. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur notre site internet www.labodessavoirs.fr. N'hésitez pas à commenter, à recommander sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tous ceux qui viendront dans le siècle à venir. Le futur nous attend pour de nouvelles émissions. À la semaine prochaine.